Merci d'être venus nombreux. Ce soir, l'espace Thomas Sankara de l'Institut Free Afrique est animé grâce à votre présence. En tout cas, nous sommes contents de vous accueillir. Ce soir, comme à son habitude, l'Institut Free Afrique va encore produire de l'intelligence collective. Et le thème choisi, c'est terrorisme et conflits intercommunautaires au Burkina Faso. Vous conviendrez avec nous que ce thème est plus que d'actualité. Et pour nous aider dans la réflexion, nous avons 2 personnes pour animer le panel. Le docteur Issa Diallo, il est à l'Institut national des sciences de la société du CNRST. Nous avons également le docteur Rassamouda Seydou Ouedraogo, chercheur et directeur exécutif de l'Institut Free Afrique. Pour assurer la modération, nous avons M. Saluka Bourema, à qui je vais m'empresser de donner la parole pour qu'il nous introduise. À vous la parole, M. Saluka. Encore une fois, merci à vous d'avoir fait massivement le déplacement ici à l'espace Thomas Sankara de l'Institut Free Afrique pour qu'ensemble nous réfléchissions sur un sujet d'importance, d'actualité, celui portant sur le terrorisme et les conflits intercommunautaires au Burkina Faso. Un choix pertinent au regard de l'actualité brûlante dans notre pays, et pas seulement que dans notre pays, aussi chez nos voisins, notamment au Mali, où nous avons vu que la dégradation de la situation sécuritaire a entraîné des affrontements intercommunautaires de ce genre. Ces affrontements qui nous posent autant de questions aujourd'hui, qui vont des plus simples aux plus complexes. Tout le monde se demande, mais finalement, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous? Quelles sont les manifestations de ces attaques? Ces origines sont-elles toujours ce qui nous ont été données à voir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a autant de questions aujourd'hui que vous et moi, que de simples citoyens se posent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais l'important, le premier pas, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui nous arrive et de quoi est-ce qu'il est question. Et je pense que c'est ce qui nous réunit ici cet après-midi avec 2 chercheurs, 2 éminents chercheurs. D'abord, le docteur Issa Diallo. Le docteur Issa Diallo, il est linguiste, il est chef de département de linguistique et des langues nationales au Centre national de la recherche scientifique et technologique. Il est chargé de recherche également au sein du même centre et il est chargé de cours à l'université de Ouagadougou. Le docteur Diallo va nous entretenir sur une thématique qui est celle de voir quels sont les rapports entre le terrorisme et les conflits intercommunautaires. Est-ce que ce sont les conflits intercommunautaires qui nourrissent le terrorisme ou c'est le terrorisme qui se nourrit de conflits intercommunautaires? Il sera intéressant de l'écouter. Avant d'arriver à la prise de parole du docteur Diallo, nous allons écouter le docteur Rassamouda Seydou Ouedraogo, que on ne présente plus. Il est le directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, chercheur en économie. Il va nous présenter une étude qui a déjà été publiée en décembre 2018 sur le terrorisme au Burkina Faso, en se posant la question pourquoi et que faire. Donc sur des questions de stratégie et sur des questions de gouvernance du secteur de la défense. Il faut le dire, la première publication de ce travail scientifique qui a été fait n'avait pas reçu beaucoup de visibilité à l'époque, on dira comme ça. Ce soir, c'est l'occasion encore de le remettre sur le métier à tisser pour qu'ensemble nous le discutions et que nous partageons les fruits de la connaissance. Donc nous allons partir pour un débat qui va nous concerner au maximum 2h30 minutes. Nous avons déjà perdu un quart d'heure. Le docteur Diallo prendra la parole pour 25 minutes. Nous allons chronométrer ensemble. Après le docteur Diallo, le docteur Rassamouda Ouedraogo aussi, il va présenter les résultats. Mais on commencera bien sûr par le docteur Rassamouda Ouedraogo qui nous présentera les résultats de l'étude sur le terrorisme au Burkina Faso, pourquoi et quoi faire. Après cela, il y aura une première phase d'interaction avec vous, le public, pour qu'ensemble nous co-construisons du savoir.
La parole reviendra à nos deux panélistes. On espère pouvoir ouvrir une deuxième liste et nous allons clôturer en essayant de tenir au maximum sur les 2h30. Il fait chaud. Il y a certains d'entre nous qui observent le jeûne musulman. Donc, nous allons essayer ensemble de nous faciliter la tâche. Excellente soirée à nous, Dr Rassabla Ouedraogo. Nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Saluka Bourema. Il y a longtemps qu'on souhaitait avoir Afrique pour modérer une conférence ou dire une conférence. On était déjà heureux de t'avoir en décembre dans un atelier. Ce soir, merci d'être là. Merci beaucoup au collègue Dr Issa Diallo, que nous devions programmer déjà quand nous avions fait notre panel sur Yirgou en janvier. Mais bon, on est heureux de l'avoir finalement ce soir. Merci à tous d'être là en dépit de la chaleur, en dépit du retard pour démarrer, en dépit du carême et en dépit d'agenda parallèle tout aussi attrayant. Je voudrais juste, avant de dire le mot, la petite introduction, dire que c'est un mois assez chargé pour nous à Free Afrique parce que lundi soir, le lundi 13 soir, à partir de 18h45 également, nous avons une autre conférence, cette fois-ci sur l'impact économique du terrorisme. En réalité, nous recevons nos équipes de recherche qui sont au Mali, au Tchad, au Niger et en Mauritanie pour faire l'impact économique du terrorisme sur le G5, en gros, les pays du G5. Donc, c'est un travail qu'on a commencé, ça fait bientôt une année, et on va montrer des résultats d'étape. Ça sera lundi, donc, ici, à la même heure. Et puis, le 17 mai, je pense que c'était un vendredi cette fois-ci, le 17 mai, on a un panel sur la sécurité routière que nous faisons en partenariat avec ICI Santé, un très bon ami à nous, Dr Jean-Baptiste Gerhard-Schmidt, et des chercheurs de l'IRD et d'autres instituts de recherche. Bon, l'agenda est chargé parce que, comme notre espace n'est pas couvert, on essaie de tirer les dernières balles, les dernières cartouches que nous avons avant que la saison pluvieuse ne s'installe. Et c'est pour ça qu'il est indiqué que s'il pleuvait le 13 ou le 17, on pense que ce soir, on devrait pouvoir aller jusqu'au bout sans pluie. En tout cas, sur le 13, dans les dates annoncées, s'il pleuvait, c'était le lendemain que la conférence devrait avoir lieu, à l'exception du 17 mai qui est un vendredi, parce que samedi, c'est difficile de faire une conférence. Voici les mots préliminaires que je voulais dire. Concrètement, sur la conférence elle-même, c'est en gros une partie de la restitution de l'étude qu'on a publiée, y compris sous forme imprimée en décembre. On s'excuse beaucoup parce qu'on a annoncé la disponibilité de l'étude, on a eu d'énormes problèmes d'imprimerie, mais l'étude, on avait une vague d'impression qui est vite finie, il y a une deuxième vague, donc vous l'avez là et il est vendu à 5 000 francs l'exemplaire. C'est une étude qui a été financée par l'Union européenne et Diaconia dans le cadre du programme Présimètre, mais nous comptons toujours vendre nos rapports parce que ce n'est pas tout ce qui est fait ici qui est financé, et en conséquence, il faut bien qu'on s'apprête à faire en sorte que si un jour on n'a pas de bailleur de fonds, qu'on continue à faire notre travail. Parce que pendant plusieurs années, on n'a eu aucun bailleur de fonds. Et aujourd'hui encore, on a un autofinancement qui dépasse la moitié des ressources engagées à Free Afrique. Voilà, pour faire court, ce soir, nous souhaitons indiquer avec vous en gros le terrorisme au Burkina Faso, donner quelques éléments statistiques. Et puis, en vue de l'explication du terrorisme au Burkina Faso, on veut d'abord partir des enjeux géostratégiques qui sont en présence aujourd'hui dans le Sahel, avant de revenir concrètement sur la situation nationale elle-même pour faire ce que nous avons appelé ici l'économie politique du terrorisme. En gros, répondre à 3 questions. Pourquoi le Burkina est devenu une cible terroriste pendant qu'il avait, pendant plusieurs années, été vu comme une sorte d'espace épargné? Deuxièmement, pourquoi le pays est attaqué à plusieurs répétitions? Et enfin, troisièmement, pourquoi on reste encore en deçà du défi? En d'autres termes, pourquoi notre réponse n'est pas suffisante? Et puis, on va parler, avant de faire les recommandations, des conflits, la dérive des conflits intercommunautaires. Je tiens à expliquer qu'à la suite de Yirgou, on a mis en place un programme de recherche interdisciplinaire sur les conflits intercommunautaires. On n'a pas encore des résultats plus avancés, mais on va profiter de la présence de notre collègue Issa Diallo pour prendre beaucoup plus de temps sur les conflits communautaires. Donc voilà, c'est ce rapport-là que vous avez donc ici en vente, qui est le rapport qui contient l'essentiel des informations que je vais présenter à présent. Donc le premier temps de la communication, c'est de donner les éléments statistiques sur le terrorisme dans notre pays. Là, vous avez une estimation à partir d'une base de données de Free Afrique qui est construite à partir de 3 sources. On compile les sources officielles, on compile les sources de la presse, et il y a des statistiques pour lesquelles on a des relais locaux qui nous permettent de vérifier l'information d'une attaque et l'information des victimes.
je tiens à signifier que ces données sont des données à minima. Ça veut dire qu'il y a des attaques qui sont possiblement des attaques terroristes, mais que nous n'avons pas compté parce que nous n'avons pas suffisamment documenté ces attaques-là. Donc, qui fait donc dire qu'on a une évolution sur le bâton bleu ici, du nombre d'attaques qui est une croissance très régulière jusqu'au 11 décembre 2018. Ici, on a, en gros, en décembre 2018, on a près de, pour 2018 seulement, on a près de 140 attaques qui sont arrivées en 2018 seulement, pour montrer l'importance majeure des attaques, donc une fréquence qui est en évolution constante, mais aussi un nombre de victimes qui augmente de façon très importante. Et si on veut regarder qui sont les cibles des attaques terroristes, à partir de notre base de données, on sait voir qu'il y a comme une sorte de moitié des attaques qui visent les forces de défense et de sécurité. Et puis, quand on élargit, on peut dire en gros que 65% des attaques concernent l'État ou ses représentants. Donc l'État à travers l'FDS ou l'État à travers des fonctionnaires, à travers des élus locaux. Et bien entendu, les populations sont également une cible importante de ces attaques. C'est les premiers éléments qu'on peut donner. Je vais vraiment essayer d'aller vite parce qu'on a perdu du temps, mais je voudrais montrer ici que l'intuition que nous avons tous est vérifiée par les données, à savoir qu'il y a deux foyers majeurs. C'est le foyer du Sahel qui a été la première zone attaquée, la première région attaquée, et vraiment un épicentre, l'épicentre principal du terrorisme dans notre pays. Et puis la région de l'Est, qui, quand nous faisions ces statistiques en décembre, avait peut-être un petit cinquième de l'ensemble des attaques, même si l'Est est venu ultérieurement à la région, à plusieurs régions, l'Est est vraiment dans une situation devenu un second foyer, un deuxième foyer majeur. Et puis, on a quand même des attaques sporadiques, des attaques sur quasiment dans toutes les régions du pays. Donc, ce qui fait dire qu'on a comme une sorte de tâche. Quand vous regardez la carte des attaques sur une carte du Burkina Faso, il y a comme une sorte de tâche qui touche quasiment toutes les régions. Les spécialistes parlent de stratégie de tâches en léopard. Donc, en gros, pour aller vite, on a des attaques qui sont persistantes, dont la fréquence augmente, dont l'intensité en termes de sévérité du nombre de victimes augmente également. On a une persistance dans la géographie qui montre qu'au-delà des deux principaux foyers, là, il y a une sorte d'extension. Si vous regardez juste hier ou avant-hier ce qui s'est passé à Ouagadougou, ça montre que dans la région du Nord également, il y a une exacerbation qui est en cours. En plus de cela, il faut noter une complexification du terrorisme aujourd'hui, à savoir que le nombre d'acteurs en jeu est multiplié. Nous avons aujourd'hui, bien entendu, les groupes terroristes eux-mêmes, y compris les groupes qui sont auteurs d'actes terroristes mais qui ne le revendiquent pas, qui sont une autre problématique sur laquelle on pourrait discuter tout à l'heure. Le phénomène est complexifié par la relation extrêmement difficile, voire exécrable, entre les forces de défense et de sécurité de certaines populations locales. En particulier à l'Est et au Nord, il y a des accusations très graves de bavures, de mauvais traitements infligés à des populations locales, voire plus. Et nous considérons également que les conflits intercommunautaires qui ont connu une mutation de leur ampleur et de leur gravité avec Yirgou, mais pas seulement avec Yirgou, avec d'autres drames qui ont suivi Yirgou malheureusement, sont un élément également qui montre la complexification, la complexité du phénomène aujourd'hui. Et puis, j'ai parlé de groupes d'autodéfense qui sont des acteurs également qui entrent en ligne de compte, qui rendent tout cela très compliqué. Mais me semble-t-il qu'il faut avoir en tête que si le pays fait face au plus grand défi, nous semble-t-il, Afrique de son existence, qui est en fait le défi terroriste et le conflit communautaire aujourd'hui, en réalité, le pays fait face à une superposition de crises. Nous sommes dans une superposition de crises. Quand vous regardez aujourd'hui les conflits dans l'administration publique, c'est une crise. Quand vous regardez aujourd'hui les délestages, c'est une crise de l'énergie, même s'il semble que cette année c'est un peu moindre. Quand vous regardez dans l'école, ce qui se passe à l'école, il y a une crise de l'éducation, dans le système de santé, il y a une crise des infrastructures. Donc on est vraiment dans un moment extrêmement difficile. Il y a une crise foncière avec des enjeux immobiliers majeurs. On est dans un moment dans le pays d'une superposition de crises qui rend donc le traitement de cette question centrale, qui est le défi terroriste et le défi des conflits communautaires, extrêmement difficile. C'était vraiment pour rester dans... pour être, comment dire, être assez sommaire sur la question. Le deuxième temps de la communication, je vais le faire également assez vite, c'est pour parler des enjeux géostratégiques qui sont dans le Sahel et qui ont un lien avec le terrorisme. D'abord au niveau international, vous savez tous très bien que depuis
le 11 septembre 2001, la face du monde est changée. La face du monde est changée parce que, à la suite du 11 septembre, la première puissance militaire et économique mondiale a engagé la guerre contre le terrorisme qui est menée et puis qui a vu les interventions internationales, des puissances internationales dans des pays comme l'Irak, comme la Syrie aujourd'hui, et qui font que, même si on pense que dans certaines régions du monde, Al-Qaïda a été défait, il y a une sorte de dispersion des combattants de ces organisations terroristes à travers le monde. Pour aller rapidement dans notre région, on a AQMI aujourd'hui qui a Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, qui montre donc une sorte de positionnement géographique de certains acteurs qui ont moins pillon sur rue ailleurs, mais aussi, c'est très important, une dimension très endogène avec la déstabilisation des États arabes et en particulier la chute de Muammar Kadhafi et la dislocation de la Libye. Cela a créé vraiment une sorte d'environnement d'insécurité exacerbée avec des circulations d'armes importantes, avec des frontières dont les contrôles ont été complètement affaissés. Et en conséquence, il y a une sorte de criminalité qui s'installe. Bon, il y avait un graphique que seuls mes collègues et moi peuvent voir ici, qui montrait en gros qu'on a une sorte d'historique des événements terroristes depuis les années 70. On voit une sorte de flambée de ces événements après le 11 septembre 2001, mais en particulier depuis 2010, il y a une évolution très importante des attaques terroristes dans le monde. Et l'Afrique s'installe vraiment dans l'œil du cyclone. Pour parler singulièrement du Sahel et en venir aux intérêts géostratégiques qui sont dans le Sahel, la première chose, c'est d'indiquer que les intérêts géostratégiques ont souvent été évoqués de deux manières. La première manière, c'est la théorie du complot. C'est de dire, elle est très présente, hein, y compris dans la rue ici, c'est de dire que finalement, ce qui nous arrive n'a qu'une explication, et c'est facile à comprendre. C'est parce qu'il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a le dynamium, qu'on a la guerre ici, et il n'y a rien d'autre à expliquer. Bon. Et puis il y a une autre manière de dire, mais ça n'a rien à voir avec, c'est une guerre ethnique, ainsi de suite. Et vous pouvez le lire, y compris dans les rapports scientifiques, qui prennent le soin de faire le zoom sur un aspect plutôt qu'un autre, ou dans les commentaires dans la rue. Ce que nous voulons indiquer, c'est que bien entendu, on ne peut pas expliquer que c'est parce qu'on a du pétrole dans notre sous-sol qu'il y a du terrorisme. Sinon, il y a du pétrole dans beaucoup de sous-sols, y compris en Afrique. Mais il est clair qu'on ne peut pas occulter une sorte, aujourd'hui, d'exacerbation de la concurrence mondiale pour la captation des ressources. En d'autres termes, quand vous regardez aujourd'hui la géographie du Sahel, vous la regardez il y a 20 ans en arrière, il y a plusieurs acteurs qui n'étaient pas là, qui sont très présents ou qui cherchent à être présents. Je vais parler de la Chine, je vais parler des acteurs traditionnels qui étaient là, je vais parler de la Turquie, je vais parler de... Il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui sont là, de façon officielle comme de façon officieuse. Et bien entendu, quand vous regardez les ressources énergétiques qu'il y a dans ces pays sahéliens, l'uranium, le pétrole, les découvertes comme celles éventuellement à venir, vous comprenez qu'il y a une exacerbation de la concurrence internationale sur la plateforme du Sahel qui est donc une sorte d'enjeu géostratégique international. La deuxième chose, c'est que il y a un enjeu fondamental dans le Sahel parce qu'en réalité, une certaine conception peut regarder le Sahel comme une sorte de frontière suravancée de l'Europe en termes de contrôle des migrations parce que les flux migratoires clandestins passent essentiellement par le Sahel pour monter vers les frontières de l'Europe en traversant donc les États du Maghreb. Et puis, il y a le fait que le Sahel lui-même est un formidable espace de trafic de tout genre, de trafic de cigarettes, et y compris des acteurs burkinabés hein, qui trafiquent les cigarettes ici depuis des années, y compris des acteurs de plusieurs pays, mais surtout le trafic de drogue très important. C'est un enjeu majeur parce que, qu'ils vous souviennent qu'en 2009, il y a eu un avion qu'on appelait Air Cocaïne, qui transportait 10 tonnes de cocaïne pure, qui a été affrété au Venezuela et qui est passé par... probablement par le cartel de la drogue, le cartel colombien, et qui a atterri au nord Mali. La cargaison avait une valeur de 300 millions d'euros. Et 300 millions d'euros, c'est en gros les recettes publiques annuelles que le Burkina tire du secteur des mines. Donc c'est pour vous montrer qu'un avion a pu transporter ça et l'amener dans le désert du nord Mali, pendant que nous, on a une conception du désert qui est de dire ce n'est que du sable, ce n'est que du soleil qui brûle là-bas. Il n'y a pas, d'enjeux. Pourtant, il y a des enjeux majeurs, des enjeux de ressources, y compris de la part de ces narcotrafiquants qui réinvestissent le Sahel parce que les Américains, les États-Unis ont resserré leur législation et leur lutte anti-drogue, de sorte que les cartels latino-américains
ont plus de difficultés à pousser, à trafiquer vers le nord du continent américain et passent donc par le Sahel pour avoir accès à l'énorme marché européen à travers donc le Sahara. Donc il y a toutes sortes de trafics, des trafics de voitures, des trafics de cigarettes. Et il y a aussi cette économie de prise d'otages. Parce que si vous voulez prendre des otages, il faut que vous contrôlez des espaces. Si vous voulez vendre de la drogue et vendre la cigarette, il faut que vous contrôlez des espaces. Y compris les migrants qui passent. Quand vous prenez un jeune migrant qui part d'Abidjan pour aller au nord de l'Afrique pour essayer d'entrer en Espagne ou en Italie, ce sont des gens qui payent plusieurs millions de fois pour pouvoir passer. Mais ils le payent à des gens qui contrôlent les corridors de passage dans le Sahel. Donc il y a une sorte d'économie mafieuse organisée sur l'espace sahélien, ajoutée à un intérêt aiguisé des grandes puissances internationales pour les ressources, mais aussi pour le contrôle géostratégique de cet espace territorial. Et bien entendu, cela est permis parce que nous avons des États qui sont dans une fragilité et aussi des États qui ont regardé leur septentrion. C'est le cas du Niger, davantage le cas du Mali, c'est aujourd'hui le cas du Burkina Faso, comme étant des espaces perdus. Pendant longtemps ici, quand on vous dit on va vous envoyer à Dori, on va vous envoyer à Gorom, comme étant une punition, comme étant des espaces de no man's land où il n'y avait pas grand chose à faire. Et quand vous entendez les forces de défense et de sécurité dire qu'on ne connaît pas la géographie du Nord, cela est lié précisément au fait que pendant longtemps, le Nord n'a pas été regardé. Enfin, cette partie semi-désertique, pour certaines parties, voire désertique, de notre espace, mais aussi au Mali et dans d'autres pays du Sahel, c'était des espaces qui étaient regardés comme étant des espaces sans enjeu réel. Donc c'est dans ce cadre qu'intervient la difficulté terroriste aujourd'hui. Et pour répondre à la question, pourquoi nous sommes victimes aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, je vais la faire en 3 temps. C'est d'abord pourquoi nous sommes devenus une cible. Avant d'être victime, il faut devenir d'abord une cible. Nous sommes devenus une cible, vous le savez, il y a des déclarations très officielles qui le disent, parce que il semblerait, pas qu'il semblerait, c'est une évidence, nous avons changé de stratégie avec les groupes terroristes. Notre stratégie avec les groupes terroristes était une stratégie à tout le moins, voire très amicale, de sorte que, y compris nos voisins maliens étaient très fâchés contre nous, que nous recevions qui vous savez, y compris dans les rues, à quelques centaines de mètres ici, qui étaient des fois logés dans des grands hôtels ici, ainsi de suite. À partir du moment où on a eu ce changement de stratégie, il va de soi qu'on on était forcément plus à l'abri. Et ce n'est pas une question sans preuve. Sous la transition, nous avons été témoins à Free Afrique de plusieurs cas d'informations qui disaient qu'il y a des réseaux terroristes qui demandaient au chef de l'État de la transition de payer des choses qui étaient dues par l'ancien régime, qui étaient des choses dues, mais de façon problématique. Il y a cela, mais il y a aussi, il faut avoir le courage de le reconnaître, le fait qu'on a eu un régime qui est resté très longtemps au pouvoir a créé une sorte des fois de personnification des systèmes de sécurité, des systèmes de renseignement, qui fait que quand ce régime part, il est fortement fragilisé et en conséquence, le fait que nous soyons dans une géographie qui est une géographie déstabilisée fait en sorte que nous sommes aujourd'hui une cible. Mais quand vous écoutez les déclarations des jurés des terroristes, c'est-à-dire ce qu'eux-mêmes disent, y compris après l'attaque du 2 mars de l'état-major ici, il y a des anciens terroristes qui ont dit on vous combat parce qu'il y a des forces armées internationales qui sont sur votre sol pour nous combattre. Donc c'est des éléments d'explication qui sont en présence. Après, on peut essayer de regarder la part des choses. Nous sommes devenus une cible donc, mais pourquoi est-ce que nous avons été attaqués de façon régulière? Il y a 2 explications fondamentales. La première, c'est que nous cumulons plusieurs fragilités au sein de nos forces de défense et de sécurité. Il y a plusieurs exemples qui nous montrent que leur équipement n'est pas adéquat. Qu'ils vous souviennent le bouclier qui a cédé à l'occasion de l'attaque de Aziz Istanbul, pendant que plusieurs mois en arrière, on avait une attaque similaire à quasiment 200 mètres de là, et que des boucliers avaient manqué. Donc ça montre un problème d'équipement et de formation, en particulier d'équipement adéquat, qui est très important dans nos forces de défense et de sécurité. Nous avons, dans le cadre de cette étude, fait beaucoup d'entretiens, y compris au sein des forces de défense et de sécurité, que nous remercions du reste, et de nous d'avoir pris le temps de nous informer sur, y compris des éléments qui sont plutôt très confidentiels. Nous avons documenté quelque chose de très important, c'est qu'il y a un énorme problème de commandement à l'intérieur des forces de défense et de sécurité. Une des manières de voir ça, c'est de voir quand vous regardez qu'il y a des conflits entre policiers et gendarmes, y compris dans la sécurité des chefs de l'État, qui sont invités dans le débat public, ça montre tous ces problèmes. Mais il y a vraiment un problème de coordination entre les forces de défense et de sécurité. Je ne reviens pas sur la géographie de la sécurité, puisqu'elle est actée aujourd'hui. Pendant très longtemps, Free Afrique a crié comme dans un désert. Depuis 2013,
bien avant l'insurrection, nous disions que la géographie, la disposition de forces de défense et de sécurité avait deux caractéristiques importantes. La première, c'est que c'était inefficace, parce que les forces étaient concentrées en ville, à côté des institutions républicaines. Et la deuxième, c'est que c'était antidémocratique. Quand vous avez des camps militaires qui font face au Conseil constitutionnel, c'est pas là que l'armée est censée être organisée pour défendre le pays. Donc, je vais essayer d'aller vite vraiment, mais c'est pour dire que le deuxième lot de fragilité qui explique que nous sommes dans cette situation, c'est un ensemble de fragilités de l'État lui-même. Un État qui a une légitimité extrêmement faible auprès des populations, parce que c'est un État qui n'a pas su construire une politique d'égalité du territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons, à partir de nos politiques publiques, fabriqué de l'inégalité. Je donne toujours cet exemple qui est très parlant. Ceux qui sont venus ici ce soir en passant par le rond-point de la Patte d'Oie, vous pouvez observer quelque chose de très curieux à partir de 18h30. C'est que du rond-point de la Patte d'Oie en venant vers Ouaga 2000, vers Palace Hotel, à partir de Bon Samaritain, quand vous regardez à droite, vous avez du monde, vous avez du noir, ça grouille là-bas. Mais quand vous regardez ces noirs, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de ruelles bitumées, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de caniveau. Mais il y a une densité de population extrêmement importante. Et quand vous regardez à gauche, après Chorus Bank, vous voyez du bitume, de l'éclairage, vous ne voyez personne. Et y compris pour tourner, arriver à nos bureaux aussi, vous ne rencontrez pas grand monde. Mais là où nos bureaux étaient il y a une année en arrière, à droite, de l'autre côté là, quand vous voulez aller dans nos bureaux, vous rencontrez des gosses, y compris à 21h, qui montraient qu'il y avait une densité de population très importante. C'est anecdotique de ce qui se passe au niveau du pays. Peut-être qu'il faut monter pour que je monte un graphique très... Bon, il y a toujours du vent, mais on a un élément dans le rapport que vous pouvez regarder qui est quelque chose de très frappant. À savoir que quand vous regardez la géographie des centres de santé, quand vous regardez l'indicateur du nombre de médecins par habitant, les deux régions les plus défavorisées, c'est le Sahel et c'est l'Est. Y compris quand vous regardez la géographie des routes bitumées, vous avez quelque chose de très similaire à cela, qui montre donc que nous sommes dans quelque chose qui a à voir, ça ne dit pas que c'est parce qu'il n'y a pas de santé là-bas que le terrorisme est arrivé. Ça montre précisément comme l'État n'a pas su organiser le territoire de façon équitable et qu'il a fabriqué des inégalités. L'État est fragilisé dans sa crédibilité et dans sa légitimité dans certains territoires, notamment les territoires nord et du Sahel et de l'Est dans notre pays. Donc, cela est important pour montrer qu'au fond, si nous sommes dans cette situation, il faut qu'on considère qu'il y a des causes structurelles et que ces causes structurelles ont un rapport avec les politiques publiques du territoire qui ont été des politiques publiques inégalitaires. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, si on veut être très sérieux, traiter ces questions structurelles-là, qui sont des questions d'aménagement du territoire, d'aménagement équitable du territoire. Regardez ici, vous avez ce que j'indiquais tout à l'heure. Les points en violet, c'est les centres de santé, quelle que soit leur nature. Regardez que les espaces les plus vides, c'est cette région du Sahel et celle de l'Est, qui sont donc, on pourrait dire, des petits déserts de système sanitaire, même si cette région des cascades également pose un problème. Mais en tout cas, quand vous regardez, c'est très frappant de voir cela. Et ça, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Regardez le ratio du nombre d'habitants pour un médecin. Il est de près de plus de 400 000 francs à l'Est, 400 000 personnes, c'est l'économiste qui parle, il amène tout en France, désolé. Donc, il est plus de 400 000 personnes pour un médecin à l'Est, et plus de 300 000 personnes pour un médecin dans le Sahel. Et regardez à l'Est, il est bien, et au centre, donc autour de nous ici, il est bien inférieur à 10 000 habitants pour un médecin. Donc, c'est un élément d'inégalité également. Et regardez les routes bitumées en particulier, vous allez voir que les régions les moins servies, y compris quand on les ramène à la superficie, à la population, c'est la région de l'Est du Sahel, et puis il y a une troisième région qui est entre les deux. Donc c'est pour montrer que cela crée une sorte d'écosystème favorable à l'action terroriste. Parce que, entre parenthèses, les études qui ont essayé d'expliquer pourquoi des jeunes s'engagent dans le terrorisme ont trouvé un argument majeur, c'est l'injustice. Ils vous disent toujours c'est l'injustice, c'est les inégalités, avant même la pauvreté, bien loin devant les religions. Or, ces infrastructures inégalitaires montrent précisément que les régions ne sont pas traitées de la même manière. Et une autre grande curiosité qu'il y a dans le rapport, on l'avait déjà dit, ça avait permis de contribuer à ce que l'Assemblée nationale ait un budget un peu plus conséquent pour la défense et la sécurité.
Mais regardez ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que quand on regardait le budget de la défense et de la sécurité, en 2015 et 2016, il a baissé. Et en 2016, 2007, il a baissé. En proportion, je parle en proportion du budget global. Donc c'est quelque chose d'absolument curieux, qui est que pendant que les attaques montaient, le budget en ratio baissait. Contrairement à des pays comme le Mali, où après la situation de 2012-2013, regardez comment le budget de l'armée est passé. Au Mali, aujourd'hui, on a une situation de près de 15% du budget de l'État qui est alloué au secteur de la sécurité. Au Burkina Faso, y compris après les augmentations de 2019, on doit être autour de maximum de 7%. Donc ça montre effectivement que nous avons été attaqués à répétition parce que nos finances publiques n'ont pas été mises au service de la mise aux normes de nos forces de sécurité et de défense. Et en plus, on est devenu une cible, on a été attaqué à plusieurs reprises parce qu'on n'était pas aux normes d'un point de vue du contexte, mais aussi d'un point de vue de la mise aux normes des forces de défense. Mais on n'est pas à la hauteur du défi parce que nous avons commis beaucoup de fautes dans la lutte antiterroriste. Les fautes ont contribué, me semble-t-il, plus à accélérer les attaques, à accélérer le recrutement des groupes terroristes que toute autre chose. À savoir que les forces de défense et de sécurité ne sont pas arrivées à avoir avec elles, dans tous les cas, l'adhésion et la complicité des populations. Or, il se trouve que c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez pas obtenir de résultats si vous n'êtes pas complice avec si les populations ne sont pas avec vous. Bien au contraire, on a des situations dans lesquelles on a des témoignages effroyables où des populations se disent, dans certains cas, nous pensons même que les terroristes ont été moins problématiques pour nous parce que eux, au moins, ils viennent vous dire, quittez, sinon on va venir vous faire quelque chose. Et on a le temps de partir. Mais quand les forces de défense et de sécurité arrivent, aussi avec des raisons, parce que peut-être mal informés, mal entraînés, fatigués, ça c'est très important, fatigués parce que pas suffisamment relayés, avec peu de moyens, peu d'équipements, quand elles arrivent et qu'elles ne connaissent pas qu'est-ce qui est terroriste et qu'est-ce qui n'est pas terroriste, ça pose des dégâts très très importants. Et une chose extrêmement importante, c'est la mobilisation insuffisante des acteurs. Regardez, si vous êtes martien et que vous atterrissez sur la planète Terre au Burkina Faso et que vous regardez juste la télévision à Ouagadougou, je ne suis pas sûr que vous allez savoir qu'on a des défis importants sur le terrorisme. Parce que regardez les plateformes thématiques qui sont concurrentes du terrorisme. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses très importantes, mais qui sont sans doute beaucoup moins importantes que le défi le plus important du pays, qui est les conflits communautaires, le défi terroriste aujourd'hui, qui sont massivement présents dans le débat public, aidés par cette superposition de crises dont j'ai parlé. Mais en tout cas, on est dans une situation où on a le sentiment que l'ensemble des acteurs du pays, je veux parler des syndicats, du secteur privé, des autorités coutumières religieuses, des partis politiques, des intellectuels, ne sont pas suffisamment mobilisés sur cette question. Et comme on n'est pas suffisamment mobilisé, il va de soi que nous sommes dans une situation où on n'arrive pas à se mettre aux normes. Je vais aller très vite sur cette partie, sur la dérive des conflits intercommunautaires. C'est cette litanie de drames et de massacres communautaires majeurs que nous avons connus. Je vais insister là-dessus. Notre pays n'est plus le même depuis 2019. Nous avons connu une situation où il y avait quand même des conflits communautaires importants dans notre pays, qui étaient des conflits qui faisaient le plus de victimes dans notre pays, plus que le banditisme et plus que tout. Mais il se passe que, depuis que nous avons cette situation à Yirgou, depuis Yirgou, ce qui est arrivé, c'est inédit. Par le mot on y a dédié une soirée, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand nous étions ici, il y a quelques mois en arrière, qu'on estimait qu'il fallait faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais cela, on ne peut pas dire qu'on a eu raison de dire cela, parce qu'au fond, on est dans une situation où il y a eu plusieurs autres Yirgou. Ce qui s'est passé en Arbinda est tout aussi grave à Zaouga et dans d'autres localités. Donc on est au cœur de quelque chose qui concerne plusieurs acteurs. Il y a les groupes armés, y compris les corps Luego, y compris toutes sortes de groupes d'autodéfense. Il y a les terroristes eux-mêmes. Il y a les protagonistes dans la conquête de la chefferie. Ça a été le cas de Zaouga, ça a été le cas de d'autres cas. Et il y a aussi l'État lui-même. Cette montée de la conflictualité communautaire, on peut se poser la question, et ça va être l'objet de la conférence du collègue tout à l'heure, est-ce qui est finalement cause de quoi? Je vais prendre la perspective suivante qui est de dire, nous pensons que les conflits communautaires sont un piège qui nous est tendu par le terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'avant le terrorisme, il n'y avait pas de conflit intercommunautaire. Mais ça veut dire très clairement que quand vous regardez ce qui est arrivé à Yirgou, des terroristes qui attaquent le chef, qui tuent le chef, qui est très semblable à ce qui est arrivé à Arbinda, c'est une manière de mettre le feu aux poudres
Et comme nous sommes ignorants de notre situation, comme nous ne sommes pas suffisamment mobilisés sur les défis, nous nous entretuons de sorte que l'action terroriste a tout le contexte maintenant pour bien s'installer. Qu'ils vous souviennent qu'il y a des organisations terroristes, y compris celle qui a été la plus malfaisante au Burkina Faso, qui ont très ouvertement dit on met en garde les populations telles, parce que nous allons prendre la défense de telle population. C'est précisément, me semble-t-il, un piège qui nous est tendu et malheureusement dans lequel nous sommes parce que nous n'avons pas suffisamment conscience de cela. Mais les conflits intercommunautaires se tiennent dans un environnement qu'il faut bien connaître. Nous sommes dans un pays où la désertification avance. Nous avons perdu notre conscience historique, qui était une conscience écologique du temps de Sankara. On était très conscient de ce que ça veut dire qu'un climat fragile. Nous n'en parlons plus suffisamment. On est dans une situation où le désert avance de façon très importante, où les changements climatiques ont des effets majeurs. Et en conséquence, la question de la survie pour l'essentiel de la population, qui est encore une fois une population agro-pastorale, est une question devenue difficile. Dans le même temps, les 25 dernières années, la population a été multipliée par 2. Donc vous avez une exacerbation incroyable pour la captation des rares ressources existantes, dans le même temps, des terroristes qui tendent le piège et dans lequel nous allons allègrement. En définitive, quand on prend la distance, on ne peut pas ne pas mettre le terrorisme en lien avec la panne de développement dans notre pays, en lien avec les inégalités territoriales très importantes et les injustices qui créent un écosystème, encore une fois, favorable. On ne peut pas ne pas mettre également l'action terroriste en lien avec notre ignorance collective. Regardez, il y a beaucoup de gens qui ne savaient, on a découvert, il y a plusieurs, peut-être 2 ans en arrêt maintenant, qui ne savaient pas qu'en Turbané ne veut pas dire terroriste, y compris des gens de très bonne foi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans le nord de notre pays, il y a du désert. Même quand ils le savent, c'est une vue comme ça, ils n'ont jamais vu. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des peaux très blanches dans notre pays, et ainsi de suite. Lié au fait que les mouvements, en particulier des élites, sont moins, la mobilité des élites est moins grande aujourd'hui. Quand je parle des élites en formation, les élèves et les étudiants, mais aussi les fonctionnaires. C'était plus important à 30 ans en arrière. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à noter parce que on se connaît de moins en moins. Comme on se connaît de moins en moins, l'action terroriste entre dans tout cela. Donc le terrorisme est aussi le nom d'une ignorance collective. Et finalement, c'est aussi le témoignage d'un essoufflement de nos facteurs de résilience nationale. Regardez, souvent on a le sentiment que si on va sur le chef traditionnel, tout va être réglé. Mais quand vous regardez ce qui est arrivé à Zoaga, les chefs sont protagonistes dans la crise. On a le sentiment que la parenté à plaisanterie, qui est une superbe invention, nous a sauvé de tout en arrière. Mais quand vous regardez ce qui est arrivé à Yirgou, comme l'a noté Diallo Abdoulaye ici, à la soirée de Yirgou, c'est un parent à plaisanterie des Peuls qui a mené l'action contre les Peuls. Donc il faut qu'on ait le courage de reconnaître que notre société souffre et que les facteurs de sa résilience traditionnelle sont des facteurs qui semblent essoufflés et qu'il est en conséquence très important de réarmer ces facteurs-là. Donc d'où mes recommandations. Les recommandations de l'étude, il y a tout un ensemble de recommandations qui sont adressées aux forces de défense. Je pense qu'il y a une dizaine de pages dans le rapport qui est dédié à cela. Il y a tout un ensemble de recommandations qui sont dédiées aux forces de défense et de sécurité, qui sont de les équiper, de créer de la coordination efficace entre elles, d'avoir une infrastructure, de la formation. Mais je vais insister sur un dernier point, de refonder la vision, l'identité, la mission des forces de défense et de sécurité. Parce que ce n'est pas toujours que les populations regardent les forces de défense et de sécurité comme étant des forces qui sont à leur service. Et là, il y a vraiment un énorme travail à faire pour qu'on obtienne le résultat que les forces de défense et de sécurité, partout où elles sont, soient vues par les populations comme étant réellement des forces qui les protègent. Il y avait des rapports dans la commission de la réconciliation et des réformes où nous parlions de faire en sorte que l'armée s'occupe de l'environnement. C'est très important. Parce que quand vous regardez le prix Nobel alternatif qu'on a célébré, M. Sawadogo Yakuba, ce qu'il a fait est majeur. C'est une forêt qu'il a réhabilitée, mais toutes les populations lui sont reconnaissantes. Si c'était un travail de l'armée, cette armée allait être regardée d'une toute autre manière par les populations. Mais en tout état de cause, c'est systématique que ça doit être fait. Il faut vraiment que nos forces de défense et de sécurité soient refondées dans leur mission, de sorte que quand elles sont avec les populations, il y a toute une ambiance de fraternité qui s'installe. Il est extrêmement important, deuxièmement, de sortir de la dispersion. Ce qui se passe aujourd'hui, le pays est dispersé. Partout. Quand vous regardez, le système politique est éclaté. On parle d'un dialogue politique, on espère qu'il va arriver, mais le système politique est éclaté. Quand vous regardez le monde du travail en particulier la fonction féminine, est éclaté.
c'est pas seulement qu'il y a des grèves, mais les grèves sont des grèves tout à fait sectorielles. Quand vous regardez, le pays est dans une situation où il y a un chercheur, le professeur Youssoufou Ouedraogo, qui a dit dans son livre que le Burkina est devenu une sorte de juxtaposition de corporations qui revendiquent, chacune dans son couloir. On est dans cette situation et on ne peut pas trouver la solution si on ne remobilise pas l'ensemble des acteurs. Et quand je parle de la remobilisation de l'ensemble des acteurs, je veux aussi parler du secteur privé. Parce que lundi, on va l'annoncer, mais le secteur privé est très victime de la situation, mais on ne l'entend nulle part imposer une discipline au débat public, imposer que le débat public fasse place aux impacts économiques du terrorisme. Deuxièmement, et c'est très important, on ne va pas gagner la guerre contre le terrorisme avec un État corrompu. La lutte contre le terrorisme est décisive pour faire en sorte que l'État soit crédible au niveau local. Même si vous donnez les ressources à des forces au niveau local, si ces forces vont extorquer les fonds à des populations, elles vont être regardées, ces forces vont être regardées comme étant des forces d'occupation, en tout cas des forces qui ne les sécurisent pas. Deux, trois derniers mots. Il est extrêmement important qu'on comprenne que c'est un diagnostic également de la crise nationale. Si on parle de la nation burkinabé, c'est plus un projet qu'autre chose. Aujourd'hui encore, c'est vraiment peu existant. Et il est extrêmement important qu'on reconstruise la nation. Mais comment on reconstruit la nation? On reconstruit la nation avec des initiatives concrètes et très ambitieuses. Je donne un exemple en passant. L'Europe a un programme qui s'appelle Erasmus. J'ai écouté récemment à la radio, je pense que c'est 10% d'une certaine classe d'âge des jeunes européens ont bénéficié du programme Erasmus. Ça veut dire quoi? Des jeunes européens qui ont pu voyager ailleurs en Europe pour connaître l'Europe et donc s'ouvrir à l'Europe. C'est la même chose dans notre pays. Il faut qu'on arrive à faire des programmes ambitieux. Il y a une proposition très détaillée dans le rapport, je n'ai pas le temps d'en parler, pour qu'il y ait une circulation des jeunes, qu'il y ait un brassage important entre les jeunes. Il faut qu'il y ait la possibilité de solidarité entre les bobos qui sont à Bobo du Lasso et les peuls qui sont victimes de quelque chose, ainsi de suite, pour retisser du ciment national. Mais ça ne peut plus être fait par des associations seulement. Il faut qu'on élève ça à un niveau national, parce que le drame qui nous arrive est un drame national. Il est extrêmement important, enfin, pour finir, que le débat public soit de bonne qualité. Moi, je crois profondément au débat public comme étant un mode d'organisation démocratique de la vie en société et un mode de changement. Si le débat public continue d'être chargé des questions les plus secondaires à côté des questions importantes, on n'aura pas assez d'attention, on n'aura pas assez de temps et assez d'énergie pour nous occuper des questions importantes. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est quelle est la capacité des Burkinabés à déterminer les priorités les plus importantes. J'ai dit les priorités les plus importantes. C'est redondant, mais c'est de ça qu'il s'agit. En 2016, notre rapport de janvier 2016 s'appelait « Prioriser les priorités ». On est vraiment au cœur de cela. Si tout est prioritaire, c'est que rien ne l'est. Il faut qu'on arrive à savoir que les conflits communautaires et le terrorisme touchent à notre existence et que si on laisse ça dériver comme cela, il est possible qu'on ne soit plus les mêmes de façon définitive. Donc c'est un appel à tous les acteurs, en particulier aux chercheurs, aux intellectuels, à faire en sorte que le débat public puisse avoir un ordre de priorité pertinent avec l'ordre des drames et des crises qui nous affectent. Merci beaucoup. Voilà. Là, ça va l'accompagner à s'étancher un peu. Alors, le docteur Assabouga Ouedraogo nous a dépeint bien sûr la situation. Il a abordé les causes exogènes de ce qui nous arrive au Burkina, mais il s'est beaucoup attardé sur ce qui fait que le Burkina de cible aujourd'hui est dans une situation victimaire et tout ce qui relève de la faiblesse ou de la faillite de son État. Mais quand on analyse profondément, c'est une faillite collective de l'ensemble de la société burkinabé qui doit aujourd'hui se réinventer pour se trouver un nouveau destin au moment où le pays aborde ses 100 ans d'existence. Le docteur Assabouga Ouedraogo aussi a également abordé cette question, ces relations qui peuvent exister entre le terrorisme et les conflits intercommunautaires, en rappelant ce qui a eu lieu malheureusement à Yirgo, à Zaouga, à Arbinda. Alors, docteur Diallo, vous êtes un spécialiste de ces questions de conflits intercommunautaires. Vous nous avez dit, vous venez aujourd'hui en vous interrogeant, est-ce le terrorisme qui nourrit les conflits intercommunautaires ou c'est le contraire, c'est-à-dire les conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur avec le fait terrorisme. Vous avez la parole, je vous avais retranché 5 minutes.
je vous les restitue. Donc, vous avez 25 minutes pour entretenir l'assistance. Okay, je vous remercie et je remercie également Dr Ratabalaga qui a bien voulu m'inviter ici. Et merci. Alors, ma communication porte sur le terrorisme, bien sûr, mais en relation avec les conflits communautaires au Burkina. Le thème étant assez complexe, je l'ai circonscrit de manière à poser la question suivante. Le terrorisme se nourrit-il des conflits communautaires ou non? Pour répondre à la question, j'ai mené une recherche documentaire et pour mieux comprendre le contexte au Burkina Faso ici, ce qui m'a permis d'identifier 2 opérateurs en terrorisme au Burkina. J'ai ensuite convoqué la crise de Yirgou et la poussée djihadiste dans le Djelgodji. De l'ensemble, je suis parvenu à des suggestions pour mettre fin à chacun des types de terrorisme. Ainsi, je me suis retrouvé avec un plan de communication que je ne vais plus respecter d'ailleurs. Je vais très rapidement présenter le contexte burkinabé comme je le vis actuellement, puis passer au conflit communautaire en relation avec le terrorisme. D'abord, le contexte. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des Touaregs au Mali. On parlait même de problèmes Touaregs. Ils étaient tués par dizaines, les Touaregs. La mauvaise gouvernance du Mali a entraîné ce que nous savons tous. De nos jours, les Touaregs sont devenus mieux organisés, sont un peu plus forts, défendent mieux leur dignité. Et on le sait parce que lorsque Ibeka s'est rendu à Kidal la dernière fois, on a vu leur drapeau qui flottait. Mais ce n'est pas tout. On a même vu que c'est l'urgence qui gardait, qui sécurisait le président. En vérité, c'est comme s'ils avaient un État dans un État, juste parce que le premier État était devenu une putréfaction que certains ne supportaient plus. Revenons maintenant au Burkina. De même, depuis des années, les Burkinabés connaissent une mauvaise gouvernance qui a amené bon nombre de Burkinabés à ne plus avoir confiance en leur justice. Ils préfèrent alors s'organiser, se rendre justice. À peine si, à l'instar des Touaregs, ils ne veulent pas un territoire à eux. Et les choses, malheureusement, s'aggravent. De janvier, tout de suite là, janvier 2019 à ce jour, nous sommes à plus de 300 Burkinabés tués alors qu'ils étaient désarmés, qu'ils étaient maîtrisés. On pouvait juste les amener en prison pour les écouter avant même de les tuer. Voici ce qu'est notre pays. La vie humaine n'est rien du tout. Donc, c'est dans ce contexte où l'homme n'est plus rien que je vais essayer d'établir une relation entre terrorisme et conflit intercommunautaire. C'est quoi le terrorisme? Chacun a sa définition, mais nous avons les définitions les plus générales. Considérons qu'au Burkina, on a 2 opérateurs en terrorisme, parce qu'en fait, c'est des opérateurs. Ils gagnent beaucoup dedans. C'est ce qu'on appelle djihadistes. Les gens n'aiment pas ce mot, mais nous sommes nombreux à dire que c'est les djihadistes. Il y en a même qui disent que c'est les Peuls. Mais enfin, disons, il y a les djihadistes. Puis, il y a un autre opérateur qui vient de faire ses preuves. Ce sont les Kogloyoro. C'est de ces 2 opérateurs que je parlerai. Mais pour mieux me comprendre, revenons d'abord au conflit intercommunautaire. Que faut-il entendre par conflit intercommunautaire? Au Burkina ici, lorsqu'on parle de conflit intercommunautaire, c'est lorsque il y a 2 communautés, puis, pour des raisons diverses,
il n'y a plus entente. Il y a une sorte de tension entre les deux. Et ces tensions naissent dans tous les groupes ethniques. Les 59 groupes ethniques, aucun groupe n'est épargné. Mais les plus touchés sont ceux qu'il convient d'appeler les pasteurs nomades peuls. Ça se comprend. Généralement, ils vivent dans des campements à la lisière d'un village de sédentaires. Lorsque un des membres du village sédentaire est violenté, il arrive que des jeunes s'organisent et puis essaient de se rendre justice. Parce qu'ils sont conscients d'une chose, il n'y a pas de justice dans leur pays. Donc, ils se rendent eux-mêmes justice. Mais depuis longtemps, on a constaté que lorsqu'il y a conflit intercommunautaire, vous revenez quelques mois après, vous retrouvez que la situation, vraiment, il n'y a plus de problème. En tout cas, en ce qui concerne les communautés peules, parce que c'est surtout avec eux qu'on enregistre les conflits. Les conflits, c'est généralement 0 mort, 1 mort, 2, 3, 4, 9, mais, sauf erreur de ma part, jamais 10. Et c'est très rarement qu'à la suite d'un conflit, le groupe le plus faible décide de quitter la zone pour de bon. Très souvent, il y a des mécanismes tout de suite qui se développent et puis la paix revient. Mais nonobstant cela, il faut dire quand même que ces conflits intercommunautaires-là ont beaucoup inquiété les Burkinabés. Déjà, le professeur Kizerbo, après un conflit communautaire, paix à son âme, il disait, hélas, c'est là les embryons des prochains génocides. C'est le professeur qui l'a dit et ça a été écrit. Puis, après lui, je parlais tout de suite des Touaregs, un père blanc, un prêtre qui est au Burkina il y a très longtemps, le père Oudé, il a dit, après les Touaregs, ça sera les Peuls. Ce n'est pas en 2005 qu'il l'a dit, c'est bien avant. Puis, Diallo Issa, dans une de ses publications, a dit que maintenant, dans l'esprit de plusieurs villages où les Peuls sont très minoritaires, un Peul est un Peul, et quand il y a conflit, tout Peul peut payer la faute de l'autre. Et Diallo avait conclu que les Peuls désormais étaient à la recherche d'un saint à qui se vouer, mais également d'un démon s'il le faut, l'essentiel étant de vivre. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi les conflits communautaires? Les conflits communautaires parce que tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas de justice dans le pays. C'est une conviction générale. Il n'y a pas de justice dans le pays. En tout cas dans les communes rurales où il y a ces conflits. Maintenant, essayons d'établir une relation entre ces conflits et le terrorisme. Depuis quelques années, l'État ne semble plus avoir le monopole de la terreur puisque c'est lui qui devait avoir le monopole. Il est donc concurrencé par ces deux opérateurs-là, les Koglo-Yogo et les djihadistes. C'est avec ces deux opérateurs que nous connaissons l'explosion du terrorisme au Burkina Faso. S'intéresser donc au terrorisme en relation avec les conflits intercommunautaires revient à s'intéresser aux Koglo-Yogo et aux djihadistes. Revenons d'abord aux Koglo-Yogo, puis ensuite aux djihadistes. Je ne vais pas m'appesantir sur le fait que les Koglo-Yogo c'est des terroristes, je sais qu'il y aura un débat. Alors, donc des Koglo-Yogo, dans le plateau Mossi que je connais le mieux, la création des Koglo-Yogo a été salutaire pour de nombreux villageois. Mieux, les Koglo-Yogo ont permis de mettre fin aux conflits intercommunautaires dans certaines localités. Oui, grâce aux Koglo-Yogo,
il n'y avait pratiquement plus de conflits intercommunautaires, du moins dans le plateau Mossi et dans le Gourma. Ensuite, ils font des jugements mieux compris par les populations, portent secours aux faibles, sécurisent les villages et les brousses. Je sais de quoi je parle, on reviendra au niveau des questions. Mais depuis leur création donc, on peut penser que paix et justice sont revenus en milieu rural, du moins dans le plateau Mossi et le Gourma, où l'on enregistrait de nombreux vols de bétail, mais également des vols et attaques à main armée. Malheureusement, certains Kogloyogo sont allés au-delà de leurs attributions, comme ce fut le cas à Yirgou, où ils ont tué beaucoup de citoyens burkinabés, uniquement des Peuls, suite à la mort d'un chef de village. Certaines sources parlent d'une 50aine de morts, d'autres de 210, et depuis la semaine passée, de 216 Peuls tués par les Kogloyogo. L'impact maintenant du terrorisme de ces Kogloyogo-là au niveau intercommunautaire. Moi, j'ai 4 points à relever. Le premier, c'est-à-dire l'impact de ce terrorisme, c'est la mise à zéro d'un processus de bonne cohabitation que des femmes et des hommes Peuls, Mossi, Marancé, Yarsé ont construit des siècles durant. Des mécanismes de bon voisinage suffisamment éprouvés et qui ont besoin désormais d'être reconstruits. L'autre impact du terrorisme des Kogloyogo, c'est le dépeuplement des campements Peuls. En effet, après les tueries de Yirgou, de nombreux Peuls se sont retrouvés à Barsalgo, dans un camp de déplacés, et d'autres sont repartis vers le nord. Je crois que c'est de là-bas d'ailleurs ils étaient venus. Mais il faut également signaler un autre impact, là c'est positif, c'est le réveil des Burkinabés. Après Yirgou, dans un élan patriotique, Mossi, Bobo, Peul, etc., ont marché dans les rues de Ouaga et d'autres villes pour dire non à Yirgou, plus jamais Yirgou. Mais également un autre élément dont on parle très peu, c'est le déplacement du Rima de Boussouman à Yirgou pour dire au Peul, c'est une bêtise ce qui s'est passé, je vous demande pardon et je demande aux ancêtres de faire en sorte que ça ne se répète plus jamais. Il avait avec lui toutes les autorités religieuses, les plus hautes autorités d'ailleurs. Il y avait le cardinal, il y avait le président de la communauté musulmane, il y avait le président, je crois, je ne sais pas chez les protestants comment on les appelle, tout ce monde était là-bas. Alors donc, on voit quelque part que les mécanismes sont en train de se réveiller et c'est le terrorisme là qui a entraîné ça, les mécanismes qui existaient avant. Du reste, l'impact du terrorisme des Kogloyogo au niveau intercommunautaire est évident. Mais qui profite de qui? Est-ce le terrorisme des Kogloyogo qui se nourrit des conflits intercommunautaires ou l'inverse? C'est bien l'inverse, de mon point de vue. Ce sont les conflits qui se nourrissent du terrorisme. En vérité, si les Kogloyogo ont fait ce qu'ils ont fait, c'est que les conditions étaient déjà réunies pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Alors, après les Kogloyogo, essayons de voir maintenant ce que moi j'appelle les djihadistes. Ces gens qu'on appelle individus non identifiés. De mes recherches, il ressort que les djihadistes, dans le sens burkinabé du terme, se sont impliqués dans ce qui pourrait être appelé conflit intercommunautaire pour la première fois
après les événements de Yirgou. Peut-être c'est faux, mais c'est à ça moi j'ai abouti. Ils ont eu à terroriser des populations, notamment des Moussi. Ils en ont tué beaucoup. Certains ont quitté leur village et se sont retrouvés par milliers à Foubé. Je me rappelle la première fois lorsque nous sommes allés, ils étaient 19 000 Moussi. Je n'ai pas dit 9 000, 19 000 Moussi. Et puis, la semaine qui a suivi, ils étaient 20 000 et quelques. Partout les routes, parce qu'on a sillonné, on les voyait, les charrettes avec les marmites. Et ça aussi, c'est une résultante du terrorisme. On pourrait penser que ce sont les... Attends, pardon. Hein. Donc, certains ont été tués, je parle des Moussi, d'autres se sont retrouvés au camp d'accueil de Foubé. On pourrait penser que ce sont les peuples de Yirgou, pas forcément les djihadistes, qui sont revenus se venger. En effet, il semble que les djihadistes ne s'en prennent pas aux communautés. Ils ne tuent pas les hommes parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils sont de telle communauté ou de telle autre communauté. J'avais même pensé le contraire lorsque j'ai appris la dernière fois que d'un quart, ils ont extrait 4 Fulsés qu'ils ont exécutés sur le champ. Du reste, il semble que le terrorisme des djihadistes ne se nourrit pas non plus des conflits communautaires. Ils font plutôt de la coagulation communautaire. Mais l'un dans l'autre, quelle solution au terrorisme? Le Burkina est un pays aux limites géographiques bien connues. C'est un ensemble de nationalités et c'est très important de s'en rappeler. Bissa, Bobo, Bouaba, Gourmantiema, Moussi, Peul, Touareg, Sonrai, etc. ayant décidé de gré ou de force de vivre ensemble et de construire une nation burkinabé avec tous les pouvoirs qu'il faut. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Ces différents pouvoirs ont tellement prêté le flanc que les terroristes gagnent du terrain. Les Kogloyogo ont tué et n'ont pas été inquiétés pendant au moins 3 mois. Les djihadistes ont fait fermer de nombreuses écoles, renvoyer des enfants à la maison, tuer des instituteurs. Mais, comme à Kidal au Mali, les Kogloyogo ont assuré la sécurité du président du Faso lorsqu'il s'est rendu à Yirgou. Peut-être ce n'est pas tout à fait ça, mais ils étaient là, armés en présence du président. On peut penser que c'était pour sa sécurité. Quand donc au Mali, les FDS se soucient peu d'avoir la confiance de la population. Il semble même que les FDS seuls ont tué plus de Burkinabés que les djihadistes et les Kogloyogo réunis. Donc, le processus de construction d'une nation burkinabé de paix est triplement menacé. Les Kogloyogo ne sont pas bien encadrés. Les FDS poussent les jeunes à rejoindre les djihadistes et les djihadistes commencent à avoir la sympathie de la population, du moins dans certaines localités. Alors, quelle solution face au terrorisme pour une nation burkinabé en paix? Trouver une solution au terrorisme suppose rendre chacun des deux opérateurs, les Kogloyogo et les djihadistes, non opérationnels. Mais comment procéder? D'abord, j'ouvre une parenthèse. Il y a le djihadisme international. Même à Paris, il sévit. Même en Australie, on le retrouve. Et on le retrouvera vraiment en Afrique. Je crois qu'ils ne sont même pas encore là. Parce que si on se rappelle comment la ville irakienne Mossul a été prise, c'est une grande porte qui a été laissée et bon nombre de terroristes pouvaient fuir sans problème. Et on a vu en Syrie également.
Donc, tout ce monde, je pense, est en train de venir en Afrique. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de notre terrorisme local et de nos djihadismes locaux. Alors donc, je disais comment procéder. D'abord, au niveau des Kogloyogo. Très personnellement, je pense que les Kogloyogo ne sont pas un véritable problème. C'est vrai. Quand vous tuez 200 personnes, on ne peut pas dire que vous ne constituez pas un problème. Les Kogloyogo sont venus combler un vide. Si la justice revient, si les autorités font l'effort de ramener la justice en milieu rural, les Kogloyogo vont mourir demain. Parce qu'en vérité, c'est un groupe d'anciens voleurs. On les connaît. Ils se sont réorganisés pour occuper ce vide-là. Ils rendent énormément service dans certains villages. Donc, finir avec les Kogloyogo n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, revenons aux djihadistes. Au niveau des djihadistes, je crois qu'il y a 3 groupes. Il y a les vrais djihadistes comme ceux qu'on retrouve en Algérie, en Syrie, en Irak. Mais ils ne sont pas nombreux. Je ne suis même pas sûr que ces gens-là valent 40 personnes. Je ne suis pas sûr. En tout cas, pour qui connaît ce qui se passe au Sahel, dans le Djelgodji, ce n'est pas sûr. Donc, il y a ces djihadistes, c'est vrai. Et il y a ceux qui pensaient que l'islam au Sahel, là, n'était pas le bon islam qui peut vous amener au paradis. Ces gens-là ont pensé qu'avec ce nouveau courant, c'est plus facile d'aller au paradis. Donc, ils ont rejoint ces quelques djihadistes. Et il y a le groupe de bandits. Je crois qu'ils sont les plus nombreux. Alors, comment finir avec les djihadistes internationaux? Là, je ne sais pas. Mais ceux qui ont rejoint ces djihadistes-là, que ce soit les bandits ou les autres, nos fils du Sahel et de l'Est, là, Gourmandier, Mossi ou Peul, je crois qu'une simple volonté des autorités peut les ramener à la raison. Pour conclure, je vais sauter le reste. Pour conclure, disons que la multiplication des attaques terroristes est une preuve que le Burkina connaît un problème de gouvernance. L'autorité de l'État est comme bafouée, les villageois ayant prouvé à maintes reprises qu'ils n'ont pas confiance en notre justice. Les écoles se ferment et les investisseurs ne se bousculent pas à nos portes. Le terrorisme est bien là et il se vit différemment. Au somme, tout permet de croire que les djihadistes n'ont pas que des ennemis. S'il y a élection aujourd'hui entre djihadistes et MPP, je suis presque certain que le MPP va perdre. Peut-être que je me trompe. Au plateau Mossi, l'autre opérateur en terrorisme, les Kogloyogo, si dans l'Oubritenga, le MPP venait à se présenter avec un seul candidat des Kogloyogo, je reste persuadé que les Kogloyogo remporteront. Et vous dire jusqu'à quel point nous sommes menacés, et vous dire jusqu'à quel point nos autorités semblent ne pas voir le problème. Ils pensent que la réponse, ce sont les FDS. Oubliant qu'en Afghanistan, les Russes qui étaient bien armés ont fui l'Afghanistan comme des lapins en 1979. Oubliant également que malgré leur armement perfectionné, Trump est en train de vouloir négocier avec les talibans. C'était ce qu'on appelle entre griffes des sauvages. Ils ne connaissaient que le livre. Ils n'avaient pas beaucoup étudié. Vous voyez, moi je ne me rappelle pas une guerre remportée par des militaires. Non. Je crois que la guerre se remporte par la population qui vit dans le pays et on a tout intérêt à nous réorganiser en commençant par les FDS. Et je conclus par ce rapport que j'ai trouvé excellent en les citant. Les FDS
doivent renégocier une légitimité et une crédibilité auprès des populations par un renouveau de leur identité et par des actes concrets qui les réhabilitent. Je vous remercie. Je vais vous demander d'acclamer encore davantage le docteur Diallo. Il a tenu dans les 25 minutes pile poil. Avant d'ouvrir la partie débat avec le public, j'aimerais quand même que nos deux panélistes réagissent sur ce que chacun d'eux a eu à présenter, en commençant par le docteur Rassablaogo, sur ce que le docteur Diallo vient de dire. Alors, on a l'impression, il ne le dit pas, mais que l'État burkinabé, au Sahel et dans la région de l'Est, est en train de faire face à ce qui apparaîtrait comme une insurrection de ses propres fils et filles contre lui. Est-ce que c'est à cela, à cette sorte de rupture, pour reprendre un des termes que vous aimez utiliser, qui est en train de se passer là? Merci. J'ai beaucoup apprécié la communication du collègue. Je ne sais pas si c'est une insurrection, parce que le mot peut prêter à polémique, mais ce qui est très intéressant dans ce que le collègue a dit, qui est tout à fait réel, c'est que croire que c'est des peaux basanés qui nous viennent d'outre-mer ou d'autres-tombes, qui ne sont pas de nos territoires, qui nous attaquent. J'ai écouté une dame un soir qui disait, parler en djoula des terroristes, Borodjan, c'est des gens qui viennent de loin pour nous attaquer. On a la preuve évidente aujourd'hui à plusieurs, même dans nos prisons, il y a des présumés terroristes et des terroristes confirmés, que c'était, en tout cas la population terroriste, les acteurs terroristes, il y a une majorité de locaux. Et ça, c'est très important. Et le fait que les gens y sont poussés, y compris par des injustices, y compris par des exactions, est également quelque chose de très établi. Ça, c'est très important également. Donc, ça veut dire, au fond, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que nous avons une carte locale qui est largement importante à jouer. Première chose. Deuxième chose, ce qui a été dit sur les corps-logos est très intéressant. Dans notre rapport qui s'appelle S'éloigner du précipice en janvier 2017, on avait un topo sur les corps-logos, on avait fait observer ceci. La zone d'influence la plus importante des corps-logos, à l'époque déjà, c'était l'Est. Et l'Est concentrait la moitié des attaques à main armée du Burkina Faso, en 2014. Donc, si vous avez un territoire qui est 17% de votre territoire, une population qui ne vaut même pas plus de 10% de votre population, qui expérimente au quotidien la moitié des attaques armées du territoire, liées aussi au désert sécuritaire, à l'abandon des territoires de l'intérieur du pays, vous avez des initiatives locales qui s'organisent. Et ces initiatives locales, Aimé Césaire a dit dans le discours sur le terrorisme, parlant des Noirs, il dit, nous ne sommes pas des peuples de ceci ou de cela. Il n'a pas tout à fait raison aujourd'hui, hein. Nous sommes devenus des peuples de ceci ou de cela. Comme l'État n'est pas là, on est Corlogo, et puis si tu es contre le Corlogo, c'est que tu as dit que l'État est là. Donc il n'y a pas de gris, on est noir-blanc. L'absence de l'État a été relayée par des Corlogos et on les a défendus. Il y a beaucoup de gens qui les ont défendus, y compris à Ouagadougou ici, qui ont dit mais l'État n'est pas là. C'est pas parce que l'État n'est pas là qu'on peut justifier n'importe quel acte barbare. Et nous avions fait un travail dans lequel nous expliquions ceci. Le problème des Corlogos, au début, on les appelle parce qu'on a de l'insécurité. Après, on les adoube, on les acclame parce qu'ils ont du succès et que l'insécurité a reculé. Après, on commence à les craindre. Quand le chef Corlogo commence à lorgner la fiancée de l'autre, il commence à les craindre. Après, on les conteste. Et après la contestation, ça devient de la violence ouverte. Ce schéma est arrivé partout. Et y compris des gens sont devenus Corlogo parce qu'ils n'avaient pas le choix que d'aller dans ce groupe. Puisqu'on dit, il y a le lion, on dit si tu n'es pas Corlogo, si tu es contre les Corlogo, c'est que tu es contre les voleurs. C'est du totalitarisme. Donc c'est le premier commentaire que je voulais faire, le dernier commentaire sans garder toute la parole. Il y a quelque chose que le collègue a dit qui est très juste. Qui est qu'à un moment donné, je ne sais plus quand est-ce que tu l'as dit, cher ami, mais vous avez dit, un peul, dans votre article, vous avez dit un peul est un peul. Donc si vous avez affaire à un peul, si vous rencontrez un autre peul, c'est comme la même chose, vous pouvez vous défoncer. C'est le cœur du totalitarisme. Le totalitarisme fonctionne par individualisation. En disant, ce n'est plus des personnes, ce sont des individus. Un Moussi, c'est un autre Moussi. Un juif, c'est un autre juif. Un noir, c'est un autre noir. Et c'est précisément ce qui est en cause dans les conflits communautaires, parce qu'il s'agit simplement de dire que quelqu'un est venu, la personne parlait poulard,
et elle a attaqué une personne qui était Moussi, moi je suis Moussi, il faut que je cherche un autre poulard pour rentrer dedans. C'est de l'ignorance crasse qui ignore les ressorts du totalitarisme, y compris les totalitarismes les plus importants qui ont fait des dégâts majeurs, y compris au Rwanda. Je tiens vraiment à insister sur ce que le collègue a dit et ce que nous essayons de donner ici. Il y a des mots forts qui ont été donnés. Ce que Kizerbo a dit c'est les germes des prochains génocides. C'est majeur. Le génocide au Rwanda en 1994, ce n'est pas en un seul jour qu'ils ont commencé à se massacrer jusqu'à atteindre 1 million de morts. Il y a ce qu'on appelle les massacres proto-génocidaires. Il y a eu quelques massacres, 2-3 ans en arrière, on a banalisé, et puis ça a rongé la communauté, ça a rongé les gens, et comme encore une fois, il n'y a pas de justice, les gens sont organisés pour faire la justice. Donc la question de la justice, je termine là-dessus, est quelque chose de fondamental, et donc en ce sens, je rejoins le collègue. Bien, merci docteur. Docteur Diallo, à vous maintenant, quand on écoute la présentation de ce que vous faites, vous vous accentuez bien sûr sur cette manque de justice qui justifierait tout cet état, mais est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que vous n'oublierez pas d'autres facteurs qui expliqueraient que nous soyons dans une situation où les tensions entre les communautés sont davantage ravivées? Le docteur Rassabouga a ici parlé de raréfaction des ressources, de bataille pour la captation de ces ressources. Est-ce que ces éléments aussi ne sont pas des facteurs qu'il faille prendre dans... Oui, c'est tout à fait juste. Mais si vous prenez les conflits, en fait, je n'ai pas étudié tous les conflits, mais c'est là où les peuples sont impliqués. Là, de 2008 à 2016, chaque année, je fais un rapport. Chaque année. Et presque chaque année, on n'a pas eu une seule année où on a eu moins de 1000 paillotes d'éleveurs brûlés. Mais la constante est que, lorsque vous revenez 3 semaines, 4 semaines après, la vie suit son cours. Normal. Il y a toujours des mécanismes, il y a toujours des vieilles amitiés, il y a plein de choses qui s'articulent. Donc moi je crois que les conflits intercommunautaires là, parfois même ça participe de la rénovation des relations humaines entre les villages. En vérité, ce qui est mauvais, c'est l'absence de la justice quand il le faut. Je prends un exemple terre à terre. Vous savez, juste à la lisière de Zignaré, il y a eu un problème et puis on a accusé un enfant de 12 ans comme quoi il a volé des moutons. Vous avez tout suivi dans les journaux. On l'a amené à la gendarmerie. Les gendarmes n'ont pas voulu le garder, il est très jeune. On l'a et de fil en aiguille, tout le village a été chassé. D'abord, les gens étaient à la gendarmerie. 1 mois, 2 mois, 10 mois. Et puis aujourd'hui, ils sont partis. Alors qu'ils sont les plus anciens dans le village, parce que c'est de ce village que vient la femme Peul, qui est la mère du Moro Naba Savadogo. Tout le monde connaît l'histoire du Moro Naba Savadogo. Ta mère est une Peul, et tu viens de là-bas. Donc ce n'est pas des villages où les Peuls sont arrivés hier. D'ailleurs, les fétiches, c'est des fétiches Peuls qui ont été rétrocédés au Moussi. Ça prouve qu'ils sont là-dedans. Mais non, l'autorité a regardé. Le haut-commissaire, le gouverneur, le ministre de l'administration territoriale. Et ce village qui existait depuis plus de 300 ans est parti comme ça. Il y en a qui sont à Tita, il y en a qui sont où, je ne sais pas. Peut-être même que certains ont rejoint les djihadistes, je ne sais pas. Oui, ça arrive. Je ne veux pas... Vous demandez la justice, au même moment vous demandez à ce qu'on fasse recours à ces mécanismes traditionnels de résolution. Or, pourtant, nous savons que ces mécanismes traditionnels de résolution de conflits dans le contexte, le plus souvent, quand ils sont invoqués, c'est pour mieux noyer le poisson. Et il n'y a pas justice. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans ce que vous demandez? Non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Non, les villageois résolvent leurs problèmes entre eux. J'ai dit que leur mécanisme-là ramène parfois la paix. Je n'ai pas dit que c'est le meilleur, hein. Non. Il y a la justice, il y a des hommes qui sont payés. Tu contribues, je contribue, on remet au juge. Ils font quoi? Non, c'est à eux de résoudre le problème. Mais c'est le constat. Je dis que je constate qu'après les attaques intercommunautaires, après, il y a la paix qui revient grâce aux mécanismes. C'est juste pour dire que l'État ne fait rien pour qu'il y ait la paix. Ce sont ces mécanismes qui reviennent. Mais non, on ne peut pas compter sur ça. La loi, rien que la loi. C'est parce que la loi n'est pas appliquée qu'on a tous les problèmes que nous vivons.
Merci, docteur Diallo.